Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Et si nous nous intéressions à ce que les objets disent de la société dans laquelle ils ont été produits? C'est un pari qu'a osé le MUCEM, qui ajoute au fonds historique du Musée national des arts et traditions populaires et des collections européennes du Musée de l'Homme, celles acquises depuis le début des années 2000. Une nouvelle forme de médiation culturelle qui interpelle alors que le MUCEM célèbre ses 10 ans. Alors aujourd'hui, dans votre émission Espace Méditerranée, je vais vous donner un avant-goût de l'exposition permanente populaire qui vous est proposée jusqu'au 31 décembre 2026. Une exposition qui s'adresse à tous les publics, comme le précise Cécile Dumoulin, responsable du département du développement culturel et des publics au MUCEM. C'est un dispositif qui est à destination des personnes valides et handicapés également. On a voulu que le parcours d'accessibilité, donc qui est en braille, en gros caractères, qui est accessible à tous, avec des stations qui sont accessibles aussi aux personnes en fauteuil, puisse être un lieu d'échange. Et ça, c'est un point aussi très important. Et ce n'est pas un hasard si cette nouvelle façon de concevoir la culture est proposée dans un musée consacré à la Méditerranée. Le président du MUCEM, Pierre-Olivier Costa, précise. Oui, le MUCEM est déjà un musée national particulier, puisqu'avec cette collection qui est effectivement fait d'objets du quotidien, d'objets qui ont vécu avec les hommes, et c'est ce dialogue entre l'objet et l'homme que nous présentons. C'est-à-dire que l'objet recèle en lui les souvenirs des hommes, des traces des hommes, des choses qu'il a vécues avec les hommes, et c'est ça que nous présentons pour essayer de faire le lien entre le scientifique, l'émotionnel et l'humain. Est-ce qu'il y a d'autres types de musées comme ça dans le monde? Parce que c'est quand même assez original. Oui. Il y a beaucoup de musées qu'on appelle ethnographiques ou de société. Peu en France, c'est un peu atypique pour la France, mais dans d'autres pays européens, c'est des musées qui comptent énormément puisque c'est les musées qui vont sauvegarder, conserver la mémoire et le souvenir des peuples. La scénographie tranche aussi avec les outils utilisés par les musées habituels. Il s'agit de s'appuyer sur l'architecture, la mode, le spectacle. Oui, l'idée c'était d'offrir une architecture qui n'est pas forcément une architecture classique, une scénographie classique pour un musée. On voulait surprendre, mettre beaucoup de couleurs, ce qui se fait peu dans les musées, et puis créer des atmosphères pour que le visiteur n'ait pas l'impression de traverser un long tunnel de démonstration, mais en tout cas de prendre du plaisir à chaque fois, de plaisir renouvelé à redécouvrir. Effectivement, on a décidé de faire une présentation par matière, donc on va aller dans Naturalia avec des éléments naturels, le bois, le fer, le textile. On a demandé à 4 écrivains d'écrire, vous savez, les cartels qui racontent en fait la vie des objets. Là aussi, dans un délai très serré, et je veux les remercier, il y a Lucille Borde qui est là, Sophie Blandinière qui est là et Arthur Dreyfus qui est là, qui ont accepté de faire révéler un peu cette poétique de l'objet pour dialoguer encore plus avec les futurs publics. Pierre-Olivier Costa y faisait référence. Le parcours, composé de 8 sections, commence donc avec Naturalia, composé de matières naturelles végétales ou animales. Cécile Dumoulin, responsable du département du développement culturel et des publics au MUCEM, nous explique. Ces collections sont nombreuses au MUCEM et elles sont protégées pour la plupart par la Convention de Washington qui est en vigueur depuis 1975. C'est une convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages qui sont en voie d'extinction. Et donc le MUCEM est particulièrement attentif à respecter cette convention, notamment lors des nouvelles acquisitions. Donc la présentation de ces collections Naturalia évoque les cabinets de curiosité ou les muséums d'histoire naturelle avec ces vitrines tout en hauteur et ces présentoirs comme dans les muséums d'histoire naturelle. Et vous pouvez suivre dans cette grande vitrine la circulation des matières précieuses à la fois depuis l'ambre de la mer Baltique jusqu'au corail rouge de Méditerranée, Corallium rubrum. Vous voyez une classification par type de matériaux. Donc certaines matières naturelles sont immédiatement reconnaissables par leur forme originelle, comme les calebasses, les cougourdons, les cucurbitacées du pays niçois. Ou, par contre, d'autres sont adjointes à des objets par les artisans pour leur donner un caractère précieux et attirer la curiosité des collectionneurs. Donc là, on a une vitrine corail,
œufs d'autruche, nacre. On peut voir aussi que ces matériaux, parfois par mesure d'économie, par mesure de coût ou par mesure d'écologie aussi, ont remplacé ces matériaux naturels par des matériaux de synthèse. On peut voir dans la vitrine de corail notamment que sur ces fibules de Kabylie, les tabzimt, le corail a été remplacé par de la bakélite ou du celluloïd. L'ambre animal est remplacé par le copal ou l'ambre végétal. Le buis remplace l'ivoire. L'ivoirine remplace l'ivoire aussi. L'ivoirine, c'est une poudre d'ivoire. La deuxième section, qui porte sur la peinture, illustre le pouvoir illusionniste de celle-ci dans le domaine de la croyance. Et c'est ce qu'on voit de front en arrivant dans cette salle, puisque la peinture, avec son pouvoir illusionniste, a la capacité, ou on lui prête la capacité de rendre tangible, de rendre visible le divin, en tout cas dans certaines traditions picturales. Et on a vraiment souhaité mettre en valeur deux iconographies ici. D'une part, l'iconographie du voile de Véronique, que vous avez sur le petit panneau peint en haut à gauche de la simèse. Le voile de Véronique qui aurait donc été l'empreinte du visage du Christ dans le voile dont Sainte Véronique aurait tamponné le visage du Christ pendant qu'il portait la croix. Et donc, cette image a souvent eu valeur de preuve et a donc soutenu la foi des chrétiens. Et une autre iconographie importante, comme ça, dans la manière de rendre présent le divin, c'est celle de l'Ecce Homo. Ecce Homo, en latin, ça veut dire « voici l'homme », donc voici... et donc, c'est vraiment à cette scène où Pilate présente à la foule le Christ après l'avoir fait flageller, et la foule réclame la crucifixion. Alors, on parle des usages de la peinture. Ces petits tableaux sont des tableaux de dévotion privée, donc qui jouent vraiment sur l'idée de faire croire et de rendre possible l'identification du croyant au Christ en l'occurrence. Dans la troisième section, l'habitat est abordé dans son rapport avec l'environnement, puis on entre à l'intérieur de la maison. Amélie Lavin, conservatrice en chef du patrimoine, nous en dit plus. On a évoqué en fait la manière dont les êtres humains gèrent le rapport entre l'extérieur et l'intérieur autour de leur habitat, et notamment ces objets intéressants qu'on dit apotropaïques, qui éloignent le mauvais sort, ou des objets qui permettent aux hommes et aux femmes de placer leur espace intime, leur maison, leur appartement sous la protection de Dieu. Parmi ces objets, on a donc effectivement deux mezuzahs, qui sont ces objets que l'on place à l'entrée de l'appartement ou de la maison. La mezuzah doit contenir alors c'est soit un objet gravé ou un objet qui contient un petit parchemin sur lequel sont manuscrits des extraits du Talmud. Et on le touche en entrant et en sortant de la maison ou de l'appartement. Donc c'est vraiment une manière très directe, très tactile d'entrer en contact avec la foi sous la protection de laquelle on se place et on place son foyer. L'exposition accorde naturellement une place à la mode, et ce qui retient l'attention est que même les engins de chantier deviennent des objets d'art. Écoutez le ressenti de l'une des auteurs au sujet d'une bétonnière, objet emblématique de l'exposition. Moi, je suis la deuxième auteure à vous présenter un objet cet après-midi qui a particulièrement retenu mon attention. C'est un objet emblématique de cette exposition populaire, une bétonnière. Alors, comme on le disait tout à l'heure, les objets se racontent, nous racontent. Ils sont l'indice, Arthur l'a très bien dit, à la fois de celle ou celui qui l'a conçu, fabriqué, utilisé, aimé, admiré. Et ils sont aussi l'indice de la société dont ils sont une partie de l'héritage. Et en fait, si j'ai choisi cet objet, il a un statut différent, il est particulièrement intriguant. Je ne dirais pas, moi, que c'est un objet familier, mais il a quelque chose à dire. En fait, quand nous avons reçu nos listes d'objets, on les a découverts, j'avoue, j'étais en famille, j'étais avec mon père qui est artisan. Et parmi tous les objets qui étaient les miens, il a vu cette bétonnière et il a dit « ça, c'est génial ». En fait, qu'un engin de chantier devienne un objet d'art, parce que la particularité de cet objet, c'est qu'il est signé, c'est un ou une artiste, c'est une œuvre albanaise de 2010,
Je crois que ça résume bien le propos de cette exposition et le destin finalement des objets qu'on met au musée. On les intègre dans une collection et on en fait des objets qui ont des choses à nous dire, qui sont des supports non seulement de connaissances, il y a un cartel scientifique qui nous permet de nommer l'objet, de le dater, de le contextualiser, mais qui sont aussi des supports d'imaginaire et d'émotion. Et voilà, pour mon père, d'un coup, cet objet qui ne disait plus le travail, mais qui disait, je ne sais pas quoi pour lui, mais en tout cas l'imaginaire, ça m'a beaucoup ému. Et je me suis dit que l'artiste avait fait ça, exactement ce qu'on devait faire nous, les auteurs. Détourner l'objet, lui donner une autre destination, une autre vie, une deuxième vie, ou une troisième si on pense qu'il y a la matérielle, voilà. Mais en tout cas, nous, on pouvait lui donner une autre vie. À travers ces fonds conservés, le MUSEM permet d'attirer l'attention du visiteur sur le travail de l'artisan et à travers ce travail, la diversité des techniques en présentant tout un espace consacré à la forge et figure du forgeron dans cette société traditionnelle. Les objets sont réalisés à taille humaine et pour la main de l'homme. Et donc tous les objets qui étaient commandés aux forgerons dans la société traditionnelle correspondent à une demande spécifique et sont des objets sur mesure. Donc tous les outils, par exemple, qui font partie de nos collections, que ce soit des haches, des tenailles, des objets tranchants, autres, sont réalisés à la main de celui qui va les utiliser. Nous avons choisi de présenter 3 crémaillères notamment et une marmite pour rappeler d'où vient l'expression « pendre la crémaillère » puisqu'en fait quand on pend la crémaillère, c'est un nouveau foyer qui se crée. Et donc, on a choisi effectivement des crémaillères avec des... Vous voyez, c'est des corps de cœur qui montrent justement la félicité et l'amour qui peut aussi présider à l'organisation du foyer. Et puisque l'on évoque l'artisanat, on ne peut pas ne pas évoquer les compagnons. Vincent Giovannoni, conservateur au MUSEM, nous précise. Donc ici, ce bouquet de Saint-Éloi, comme il a été dit, qui est un chef-d'œuvre de compagnons. Le terme de chef-d'œuvre veut dire grande œuvre. C'est pas un terme qui vient des Beaux-Arts, c'est bien un terme qui vient du compagnonnage et des anciens métiers. Et au-delà des objets très utilitaires qu'on a pu vous présenter, qui vont de l'enclume très frustre du forgeron à la force nécessaire pour tondre les moutons jusqu'aux crémaillères et bassinoires. Il y a évidemment toute une capacité des gens qui travaillent le métal à le faire avec plus ou moins de finesse, sur des matériaux plus ou moins nobles. Alors, bien sûr la fonte, le fer, l'acier, le cuivre, puis des métaux de plus en plus nobles, l'argent, l'or. Et on peut leur donner toutes sortes de formes et leur attribuer toutes sortes de fonctions. Alors pour aujourd'hui, je voulais vous présenter simplement assez rapidement peut-être 3 pièces. Ici, puisque nous sommes pendant... pour ceux qui sont juifs ou au courant du calendrier juif, nous sommes en période d'Hanouka, donc il y a la grande fête des Lumières. Donc ici vous avez une menorah d'Hanouka qui est présentée avec les 8 bougies pour tenir pendant les 8 jours. Il manque une dernière pièce que le shamash qui est censé porter de la lumière pérenne et avec laquelle on va allumer chaque jour les bougies les unes après les autres. Après cette pièce très juive ashkénaze, on a une pièce ici qui est très islamique, pleine de symboles, évidemment très chargée, très travaillée, avec un véritable talent, là non plus de forgeron, mais on parle d'orfèvrerie dans ce cas-là, avec toutes sortes de textes qui sont gravés d'usage de cuivre jaune, de cuivre rouge, d'argent. Une pièce qui est octogonale, du fait de l'importance du chiffre 8 dans le monde de l'islam, 8 comme les 8 portes du paradis, et pour ce qui est dans l'islam, et pour ce qui est du plan, le dôme du rocher, par exemple, qui est monument on ne peut plus important dans le monde musulman, possède également 8 côtés, c'est-à-dire un plan octogonal comme celui-ci, et ce présentoir de table dans lequel on offre des mets pour des repas un peu importants. Il y a 5 petites coupoles, 5 également très symboliques, comme les 5 piliers de l'islam, voilà, que sont la shahada, la prière, le jeûne, l'aumône et le hajj. Et enfin, les grandes religions, il y a eu quelque chose qui sort un petit peu des religions, mais ici vous avez une coupe d'amertume qui nous vient du monde de la culture des francs-maçons,
qui est une coupe semblable au calice, qui partage la même histoire. Donc, vous savez que le calice, c'est la coupe dans laquelle est reçu le sang du Christ. Donc, quelque chose qui nous vient d'en haut, une connaissance, une spiritualité qui descend et qu'on peut recueillir et partager, puisque avec le calice que le Christ, dans la scène mythique de la scène, partage cette boisson qui est celle de la connaissance et de l'éternité. Et en franc-maçonnerie, la coupe d'amertume destinée à représenter ce principe qu'aucune connaissance ne peut être acquise en une fois. Qu'il faut la boire à petite gorgée pour pouvoir l'assimiler doucement jusqu'à arriver à un certain niveau de connaissance, comme dans n'importe quel monde initiatique. On parle ici de franc-maçonnerie, j'aurais pu vous parler du soufisme ou de n'importe quelle société initiatique traditionnelle, où que ce soit dans le monde. La dernière partie de l'exposition est consacrée aux nouvelles acquisitions du musée. Chaque année, ce sont plusieurs centaines d'œuvres qui intègrent les collections du MUCEM, témoignages matériels des sociétés d'Europe et de Méditerranée. Cette mission de conservation, c'est aussi cela, l'ouverture sur la Méditerranée, au monde contemporain et à ses grands enjeux de société. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.